Et si la Terre se retournait soudain? Et si le continent antarctique migrait sans prévenir jusqu'à l'équateur, perdant en quelques heures la plupart de son manteau de glace, puis finissait sa course en lieu et place du pôle Nord pour geler à nouveau? Et si le soleil se mettait d'un coup à se lever à l'ouest et se coucher à l'est? En bref, et si la Terre décidait sans le moindre avertissement de mettre la tête en bas pour tourner à l'envers? Bon, il va sans dire que les conséquences d'un tel chamboulement seraient cataclysmiques, la fonte momentanée des glaces polaires provoquerait une hausse du niveau des océans de plusieurs mètres, les courants atmosphériques et océaniques seraient déstabilisés, le climat en serait bouleversé, les rythmes du jour et de la nuit seraient déréglés, et de très nombreuses espèces végétales et animales ne survivraient tout simplement pas. En fait, la vie sur Terre vivrait probablement une extinction bien plus massive encore que celle qui a vu la fin des dinosaures. Salut les terriens, voilà bien un scénario digne des plus grands nanars hollywoodiens, tiens. Dommage qu'il ne soit pas de moi parce que Moonfall et 2012 à côté, c'était un peu mou du genou. Heureusement pour nous, un retournement complet de la Terre sur elle-même est une chose qui ne risque sûrement pas d'arriver, n'est-ce pas? Hein? Y a pas de raison que ça se produise? Enfin, en êtes-vous bien sûr? C'est une histoire qui commence il y a bientôt 40 ans, le 11 février 1985. La station soviétique Salyut 7 est alors inoccupée en orbite terrestre, mais les contrôleurs qui suivent sa télémétrie depuis le sol constatent ce jour-là une variation soudaine de l'intensité électrique à bord. Les voyants indiquent qu'un disjoncteur chargé de préserver la liaison radio principale des surtensions s'est déclenché et la liaison secondaire s'est activée. Dans leur tentative de réparer ce qu'ils considèrent encore comme une panne mineure, les opérateurs décident de rétablir de force la liaison principale. Mauvais choix, leur ordre provoque une série de courts-circuits qui grillent aussitôt toutes les liaisons radio montantes et descendantes. En un instant, Salyut vient de perdre toute possibilité de communication ou de contrôle depuis le sol. Elle n'est plus qu'un cylindre pressurisé à la dérive à 250 km d'altitude. Cette fois, la situation est grave, deux options s'offrent aux responsables du programme, soit abandonner la station à son sort jusqu'à une rentrée atmosphérique incontrôlée, et ensuite attendre le lancement de la future station Mir un an plus tard pour reprendre les rotations d'équipage, soit lancer en urgence une mission pour tenter de sauver Salyut en espérant qu'il reste quelque chose à sauver. Pour des raisons plus politiques que techniques, c'est la seconde option qui est choisie, et 4 mois seulement plus tard, le 6 juin, les cosmonautes Vladimir Dzhanibekov et Viktor Savinik décollent à bord de la capsule Soyouz T-13 pour un sauvetage qui s'annonce au mieux hasardeux. Sans télémétrie, personne ne sait ce qui a causé la panne généralisée de Salyut. Un débris pourrait avoir vidé la station de son atmosphère ou un incendie ravagé son habitacle. De plus, les hommes devront avant toute chose parvenir à s'y amarrer alors que son ordinateur est hors service. Or, c'est normalement lui qui transmet au Soyouz les données vitales qui permettent d'évaluer la distance qui le sépare de sa cible et l'orientation de cette dernière. Tout devra donc se faire en mode manuel et alors que la station n'a probablement plus aucun contrôle en attitude. Il est donc possible qu'elle tourne sur elle-même, ce qui rendrait l'amarrage particulièrement risqué. Si Vladimir Dzhanibekov a été sélectionné, c'est justement parce qu'il a déjà réussi l'exploit d'un amarrage manuel pendant la mission T6. C'est un cosmonaute expérimenté, il a déjà volé 4 fois à bord de Salyut 6 et 7, on compte sur lui pour rééditer sa performance. Son camarade, Viktor Savinik, est lui un spécialiste des systèmes de la station, et à eux deux, ils devront, sans aide extérieure, remettre en état une station spatiale de 20 tonnes. Parvenus à proximité de la station, ils ne peuvent que constater son état, les panneaux solaires supposés suivre la course du soleil sont immobiles et mal orientés, les systèmes sont bel et bien hors service, et ce qu'ils craignaient s'est produit, elle s'est mise à tourner lentement sur elle-même. Dzhanibekov prend la décision de tenter tout de même l'amarrage sur le port avant, il sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur, une collision dans l'espace peut avoir des conséquences immédiatement dramatiques. Mais malgré le mouvement de sa cible, il parvient à y arrimer le Soyouz manuellement, puis en respectant des procédures extrêmement prudentes, il pénètre enfin dans le sas. L'air y est à 3 degrés, le chauffage est donc éteint. À l'intérieur de la station, tout a gelé à bord et rien ne fonctionne. Ils n'ont pas d'autres ressources que celles de leur Soyouz, à la fois en eau et en air. Il leur faudra en tout 12 jours pour remettre en route les systèmes un à un et réparer la panne électrique. C'est finalement dans cette station enfin opérationnelle qu'ils achèveront leur mission de 112 jours, et Soyouz T-13 entrera dans l'histoire comme l'une des heures de gloire de l'agence spatiale soviétique. Un film largement dramatisé lui sera d'ailleurs consacré en 2017.
Alors pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Eh bien parce qu'en plus d'être un pilote hors pair, Vladimir Dzhanibekov a aussi involontairement inscrit son nom pendant ce vol dans l'histoire de la physique et plus précisément de la mécanique. Ce que l'on nomme aujourd'hui effet Dzhanibekov, c'est un comportement très particulier des objets en rotation libres sur eux-mêmes. Le cosmonaute en a fait l'expérience alors qu'il libérait une cargaison de fournitures envoyée depuis la Terre à bord d'un cargo Progress. La caisse était retenue par une série d'écrous papillons comme celui-ci, et une fois desserrée, pour le dévisser plus vite, Dzhanibekov a fait ce que font tous les bricoleurs avec ce genre d'écrou, il lui a donné de la vitesse pour le faire tourner de plusieurs tours sur lui-même. Mais arrivé en bout de course, il s'est produit une chose qu'il n'attendait pas. Une fois arrivé à la fin de sa tige filetée, l'écrou s'est libéré dans la cabine et a continué de tourner sur lui-même. Bon, jusque-là, rien de très surprenant, mais plus étrange, tous les quelques tours, il se retournait complètement à 180 degrés. Puis il faisait encore quelques tours, puis se retournait à nouveau, inexplicablement, encore et encore. Le plus mystérieux dans l'affaire étant bien sûr qu'aucune force extérieure n'était alors appliquée à l'écrou qui se contentait de tourner en flottant librement dans l'espace de l'habitacle. Ces retournements étaient donc de son propre fait. Dzhanibekov ne manqua pas de rapporter au contrôleur son étonnante observation. Nous n'avons aucun film de cette première expérience, mais elle a été répétée depuis bien des fois en apesanteur, comme ici à bord de l'ISS, avec un objet de forme plus ou moins similaire à l'écrou papillon. Je précise qu'il n'y a bien sûr absolument aucun trucage, ce n'est pas une animation, et que rien d'autre n'agit sur cette pièce que sa propre inertie. Elle est totalement livrée à elle-même, et pourtant tout se passe comme si elle décidait de temps à autre de se retourner sans prévenir. Bon, on est d'accord qu'en temps normal, une pièce en inox n'est pas supposée prendre elle-même ce genre de décision. Alors pourquoi diable un écrou se permettrait-il de telles libertés ? Eh bien, pour tout dire, la version complète de l'explication avec formule mathématique à gogo est particulièrement imbuvable, et c'est pas vraiment l'ambiance de cette chaîne. On va donc essayer de s'en faire une idée un peu plus simplifiée, et pour ça il va falloir tout de même vous présenter un nouveau camarade, le moment d'inertie. L'inertie d'un objet, vous voyez à peu près ce que c'est. C'est un effet de sa masse. Il est plus facile de pousser un vélo de 15 kg qu'une voiture d'une tonne. Vous aurez aussi moins de mal à rattraper une balle de tennis de 60 grammes qu'une boule de pétanque qui en fait 800. Et ce sera moins dangereux d'ailleurs. S'il est besoin de le préciser, ne faites pas ça à la maison. Tout ça, ce sont les effets de l'inertie. Plus un objet est lourd, plus il est à la fois difficile à mettre en mouvement et difficile à arrêter. Et par difficile, j'entends ici qu'il faudra une force plus grande. Il faut savoir que cette idée d'inertie pour déplacer les objets possède un équivalent pour ce qui est de les faire tourner sur eux-mêmes. Et cet équivalent, c'est ce qu'on appelle le moment d'inertie. Là encore, plus grand est le moment d'inertie, plus cela demandera de l'énergie de mettre l'objet en rotation, puis de le freiner. Et là aussi, tout dépend de la masse. Plus un objet est lourd, plus son moment d'inertie sera grand. Ça paraît logique, mais ce n'est pas tout, car la répartition de cette masse compte tout autant. Plus la masse se trouve éloignée de l'axe de rotation, plus l'inertie sera grande. Il est ainsi plus facile de faire tourner une petite roue qu'une grande du même poids. Ok, jusque-là, je pense que vous me suivez. Mais là où ça se complique un peu, c'est que si l'objet auquel on s'intéresse n'est pas parfaitement rond comme un ballon, alors suivant l'axe de rotation choisi, suivant comment on veut le faire tourner, ce moment d'inertie ne sera pas le même, puisque les masses seront réparties différemment. Un crayon, par exemple, aura un moment d'inertie faible si vous le faites tourner autour de sa mine, car toute sa masse reste proche de l'axe. Il y aura par contre un moment d'inertie bien plus grand si vous le faites tourner cette fois perpendiculairement. Un même objet a donc plusieurs moments d'inertie suivant l'axe autour duquel il doit tourner et ne se comportera pas de la même manière sur chacun d'entre eux. Pour s'en faire une idée un peu plus claire, on va considérer une raquette de tennis. Alors pourquoi une raquette de tennis ? Eh bien parce que le phénomène étrange qui nous intéresse aujourd'hui a pour la première fois été décrit dans un article de recherche moderne en 1991 sous le titre « The Twisting Tennis Racket », la raquette de tennis tournante, un objet choisi car vous pouvez en faire l'expérience vous-même à la maison, à condition d'avoir une raquette bien entendu. Notez d'ailleurs que ça marche aussi avec celle de ping-pong ou de badminton. Mais voyons ça en détail. Une raquette est un objet doté d'une certaine symétrie et on peut facilement lui attribuer 3 axes principaux. Son axe longitudinal le long du manche, un second perpendiculaire au manche mais parallèle au tamis, et un troisième perpendiculaire au manche et au tamis. Comme je vous l'expliquais juste avant, à ces 3 axes correspondent des moments d'inertie différents. Le premier est celui doté du moment d'inertie le plus faible, car la masse de la raquette est plus proche, comme le crayon tournant autour de sa mine. A l'inverse, le troisième est celui pour lequel il est plus grand.
Et c'est là que ça devient bizarre, car si vous lancez une raquette en la faisant tourner selon l'un de ces deux axes, le plus petit et le plus grand, elle suivra bien sagement et de façon stable le mouvement que vous lui avez impulsé. Par contre, si vous essayez de faire la même chose avec le second axe, celui dont le moment d'inertie est intermédiaire, elle ajoutera toujours de sa propre initiative un demi-tour selon le premier axe. Essayez tant que vous voulez, il n'y a pas moyen de l'empêcher de faire cette cabriole qui ne vient pas de vous, comme si tourner uniquement en suivant son second axe était chose impossible. Ok, mais pourquoi fait-elle ça ? Il y a des tas de visualisations qui tentent de faire saisir ça de façon intuitive, mais on ne peut pas dire que cela en devienne évident pour autant. Je ne m'attarderai donc pas trop sur le détail mécanique, et encore moins sur les équations. En modélisant notre objet par un solide doté de deux paires de masses différentes réparties en croix, les trois axes de petit, moyen et grand moment d'inertie sont assez simples à se représenter. Et si on fait tourner notre objet selon son axe de moment moyen, en visualisant les effets centrifuges s'exerçant sur la plus petite paire de masses, on constate que la moindre perturbation fait à la fois démarrer puis freiner en douceur le demi-tour dans un pas de danse élégant et précis. Si plus tard une autre perturbation, un autre léger désaxement de la rotation se produit, un nouveau demi-tour a lieu, et ainsi de suite. Voilà donc ce qui fait inexorablement pivoter votre raquette, car vous ne la lancez jamais absolument parfaitement selon son axe. Et voilà ce qui faisait aussi faire demi-tour à l'écrou de Dzhanibekov. Et oui, c'est un hasard, mais il se trouve que pour un écrou papillon, lui aussi de forme symétrique, l'axe suivant lequel il tourne quand on le dévisse est précisément celui de moment d'inertie intermédiaire. Et au moindre léger désaxement de sa rotation, ce qui se produit fatalement, ne serait-ce que parce que l'écrou n'est pas parfait et que sa masse n'est pas à 100% symétrique, le déséquilibre de l'effet centrifuge sur ses ailes lui fait faire ce demi-tour précis. Puis après quelques tours, au prochain léger désaxement, il recommence encore et encore. En passant, ceci n'a rien à voir avec le fait d'être dans l'espace, certains se sont déjà amusés à réitérer l'expérience sur Terre en filmant au ralenti un tel écrou alors qu'il tourne en chute libre, donc en apesanteur. Et on le voit faire exactement la même danse. Effet Dzhanibekov, théorème de l'axe intermédiaire, théorème de la raquette de tennis, tous ces noms décrivent donc un seul et même phénomène, ce demi-tour inévitable d'un objet en rotation autour de son deuxième axe. Mais quel rapport avec la Terre, et surtout pourquoi l'agence spatiale soviétique a-t-elle tout d'abord posé le sceau du secret pendant près de 10 ans sur ce qui venait de se passer à bord de Salyut 7 ? Ce qui a valu une telle prudence de la part de l'agence, c'est sans doute la deuxième expérience réalisée par Dzhanibekov à la suite de l'observation de sa danse de l'écrou, car il s'est aussitôt demandé si cet effet contre-intuitif pouvait s'appliquer à une planète. L'espace est plein d'objets tournant sur eux-mêmes depuis la nuit des temps. Étoiles, planètes, lunes, astéroïdes, de toute taille et forme, tout le monde tourne. Or son expérience venait pour ainsi dire de mettre un coup de pied dans la paisible fourmilière de nos certitudes sur leur stabilité. Après tout, une planète est elle aussi un objet solide dont la forme n'est jamais parfaitement régulière. Elle a donc forcément elle aussi des axes de petits, moyens et grands moments d'inertie, même si les écarts ne sont pas grands. Se pourrait-il alors que les planètes fassent elles aussi régulièrement demi-tour, inversant leur pôle nord et sud sans prévenir ? Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette possibilité serait légèrement préoccupante. Dzhanibekov, pour s'en faire une idée plus précise, a donc formé une boule de pâte lestée d'un côté pour simuler une légère irrégularité et l'a faite tourner sur elle-même dans l'habitacle de Salyut 7. Sa planète miniature a alors suivi exactement le même pas de danse que l'écrou papillon, faisant demi-tour de temps à autre sans prévenir. Vous conviendrez donc qu'il s'agissait d'un résultat à analyser un peu plus en profondeur avant de faire les gros titres sur une fin du monde à venir. Voilà pourquoi l'agence spatiale soviétique a préféré dans un premier temps rester discrète sur cet épisode. Alors faut-il s'inquiéter des mouvements de notre bonne vieille Terre ? Pourrait-elle elle aussi faire demi-tour sans prévenir et se mettre la tête en bas, le soleil se levant soudain à l'ouest pour se coucher à l'est ? Eh bien, si c'était un objet véritablement solide que le hasard du cosmos avait lancé il y a 4 milliards d'années sur son axe intermédiaire, oui. Mais heureusement pour nous, elle ne l'est pas. Ses océans sont liquides et son manteau garde une certaine fluidité. Or pour un tel objet, l'effet Dzhanibekov n'est plus le seul à dicter ses cabrioles et retournements. Mais retournons dans l'espace et plus précisément à bord de l'ISS pour voir ça de plus près. Si on fait tourner sur eux-mêmes des objets solides et symétriques comme ce livre, alors ils se plieront aux mêmes règles que notre raquette de tennis.
Lancés sur leur axe de plus grand et plus faible moment d'inertie, ils continueront de façon stable, mais sur leur axe intermédiaire, ils ajouteront ce fameux demi-tour à leur danse. Ces cylindres, portant sur leur axe de faible moment d'inertie, respectent aussi la règle, ils sont stables. Mais à partir du moment où l'objet contient une part de fluide, les règles changent, car le mouvement du fluide dissipe une partie de son énergie, et dans ces conditions, il n'existe plus qu'un seul axe de rotation stable possible. On le voit sur ces expériences faites avec divers contenants, un objet contenant des fluides finissent toujours par caler leur rotation sur leur axe de plus grand moment d'inertie. Il n'y a d'ailleurs là aussi rien à faire pour les en empêcher. Ce tube plein d'eau montre le cas extrême. Tournant d'abord sur son premier axe, il va dès la première perturbation, ici un choc léger sur la paroi, changer de sens de rotation à 90 degrés. En ce qui concerne la Terre et les autres planètes de notre système solaire, c'est la même chose, leur océan et leur manteau jouent le rôle de l'eau placée dans les tubes précédents. Et une fois qu'elles sont calées sur leur axe de plus grand moment d'inertie, plus rien ne les en déloge. Sur Terre d'ailleurs, quel est cet axe de plus grand moment d'inertie, celui pour lequel la masse est la plus éloignée du centre ? Eh bien, tout est bien qui finit bien, c'est justement celui autour duquel elle tourne déjà. Car on l'a déjà fait remarquer souvent, sa rotation provoque par effet centrifuge un élargissement au niveau de l'équateur et un aplatissement des pôles. Une déformation légère certes, mais suffisante heureusement pour assurer la stabilité de notre planète sur le long terme. Et si on regarde ailleurs dans notre système, on retrouve bien cette même configuration, sur Mars par exemple, où les volcans géants les plus massifs sont tous plus ou moins répartis autour de l'équateur. Donc, même si la planète rouge ne possède plus d'océan liquide et que son manteau s'est solidifié depuis longtemps, il n'y a a priori pas non plus de risque de la voir se mettre la tête en bas sans prévenir. Par contre, il est assez probable que parmi les milliers d'astéroïdes qui peuplent notre système, parmi ces corps de taille plus modeste et qui n'ont eux jamais accueilli le moindre liquide, il y en est un certain nombre que le hasard des collisions a un jour fait tourner selon leur axe intermédiaire, et qui depuis suivent eux aussi en silence les pas de la danse de Dzani-Bekov. Et voilà les terriens, je vous laisse faire tourner vos raquettes ou tout autre objet vaguement symétrique de votre convenance pour vérifier qu'il fait bien demi-tour quand on le lance selon son axe intermédiaire, et bien sûr nous faire vos retours en commentaire. Notez que ça marche aussi par exemple avec un téléphone, mais je décline toute responsabilité sur les dégâts occasionnés. Nous voilà en tout cas arrivés au bout de cet épisode, et pas de cataclysme en vue. Ouf, vous pouvez donc vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. La fin du monde n'étant a priori pas pour tout de suite, il y en aura d'autres. N'oubliez pas le pouce, partagez, je sais qu'on répète toujours les mêmes choses, mais vous n'imaginez pas comme ça fait la différence pour la chaîne. À très bientôt les terriens.